Allez-y. Donc le RGPD, vous connaissez tous. Vous connaissez tous, mais c'est un cadre très contraignant qui implique que les gens qui les administraient, en l'occurrence, donnent leur consentement pour que leurs données soient traitées, transparence dans l'utilisation, on minimise les packs de données personnelles collectées de façon à respecter les libertés individuelles et collectives. Ça, c'est un point essentiel parce que l'IA met en cause les libertés individuelles et collectives si on ne la restreint pas, si on ne la contrôle pas. Avec un droit d'accès et d'usage limité dans le temps et un droit à l'explication. C'est-à-dire pourquoi est-ce que vous avez collecté mes données, pourquoi est-ce que l'IA a pris une décision, y compris dans le domaine juridique. Pourquoi est-ce que l'IA a pris une décision, ou dans le domaine médical, vous avez des IA médicales aussi, elles doivent pouvoir être expliquées, cette décision. Donc ça veut dire, le RGPD, déjà, c'est un cadre qui permet un certain respect des libertés. Mais vous avez maintenant l'IA Act, qui a été adopté par l'Union européenne en 2024, mais qui a fait l'objet d'un travail avec, je crois, une cinquantaine de spécialistes de façon transdisciplinaire, c'est-à-dire que vous avez eu des experts en droit, des experts en technologie, des experts en médical, et j'en passe, donc des mathématiciens qui ont travaillé ensemble pour étudier la façon dont les systèmes d'intelligence artificielle allaient impacter les libertés individuelles et collectives au sein de l'Union européenne. Et donc, il faut savoir que ce règlement européen sur l'IA s'applique à tous les pays de l'Union de façon unilatérale et ça embête beaucoup les Chinois et les Américains. Donc, l'IA Act va classer l'IA selon 4 niveaux de risque. Vous avez ce qu'on appelle le risque inacceptable. Le risque inacceptable avec des IA qui sont totalement interdites, par exemple la surveillance de masse en temps réel dans l'espace public, l'identification des visages dans l'espace public, ça c'est interdit. Par exemple, en Chine, j'avais un ami qui m'a raconté qu'en Chine, il circulait sur une autoroute et à partir du moment où il y a une roue qui franchit une ligne blanche, il reçoit immédiatement l'amende sur son téléphone portable. Et ça, c'est absolument interdit. Donc, l'IA Act va nous protéger de ce genre de choses. Vous avez ensuite les IA à risque élevé, donc les IA qui sont fortement encadrées, par exemple pour l'emploi public, pour l'accès aux droits sociaux. Et vous avez un algorithme de la CAF qui catégorisait les fraudeurs, qui a été très controversé et qui maintenant va être interdit avec l'IA Act. Vous avez le risque limité avec les obligations d'information de transparence. Ça va être par exemple le chatbot de la mairie. Vous êtes en contact avec une intelligence artificielle, merci, vous pouvez bien vouloir lui répondre, ce qui permettra aux gens de ne pas raccrocher en pensant que c'est du spam. Et vous avez les IA à risque minimal. Donc là, on va faire un zoom sur le niveau de risque. Le risque inacceptable va être interdit totalement, c'est-à-dire tout ce qui est notation sociale. On ne va pas vous dire, voilà, votre voisin, vous le notez à combien entre 0 et 10 ? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous pose des problèmes de voisinage? Est-ce que c'est quelqu'un de bonne moralité? Ça, c'est strictement interdit. En Chine, ça se fait. Vous avez la reconnaissance des émotions des employés. Ça, c'est une chose qui peut se faire aussi par caméra, comme si vous étiez en visioconférence. Vous avez des IA qui sont capables de dire « Ah oui, tiens, celui-là, il est fatigué, il faudrait peut-être voir un petit peu ce qui se passe chez lui. » Non, ça, c'est interdit, absolument interdit. La surveillance biométrique, la biométrie, ça va être la surveillance à partir de la reconnaissance du visage, par exemple, et la manipulation comportementale. Donc, l'IA peut manipuler les gens à partir de tous ces éléments. Et ça, c'est totalement interdit dans les pays de l'Union. Donc, ouf, on est à l'abri de ça. Ensuite, vous avez le risque élevé qui nécessite un encadrement strict. Donc, l'IA intégrée dans des produits réglementés comme les systèmes embarqués de véhicules. Par exemple, les véhicules autonomes en France sont limités, je crois, aujourd'hui au niveau 3, c'est-à-dire qu'il faut que vous puissiez reprendre le contrôle de votre véhicule. Aux États-Unis, vous avez des voitures Tesla et des voitures Google surtout qui circulent
en agglomération sans aucun conducteur. Donc, quand vous avez une vieille dame qui traverse la rue et à côté une femme avec une poussette, eh ben, l'IA va, dans un cas extrême, être obligée de décider laquelle elle écrase. Donc ça, c'est quand même très embêtant. Donc, c'est pour ça qu'on y va tout doucement, en fait, hein, dans l'Union européenne. Décider laquelle elle écrase en cas de dysfonctionnement du véhicule, on est d'accord. En cas de dysfonctionnement du véhicule, ou alors, Voilà, ils sont méchants, les ou alors là. de rétrécissement d'HEC, parce qu'il y a des travaux, et que, voilà. Donc, l'IA déployée dans les domaines sensibles, éducation et justice, genre emploi, maintien de l'ordre, infrastructures critiques, services publics, entre autres, ça c'est des IA qui sont strictement encadrés. Et les IA à risque limité qui nécessitent une transparence, comme les chatbots, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les utilisateurs doivent être informés qu'ils interagissent avec une intelligence artificielle. Et évidemment, derrière, qu'est-ce qu'on a? On a les GAFAM. Hein, les GAFAM, ce sont les géants de l'Internet, les Google, Amazon, Microsoft, Facebook, etc. Donc tous ces gens-là ne veulent pas de ce type de réglementation. Et comment est-ce que, alors là, excusez-moi, je ferai encore un petit pas de côté parce que c'est important, comment est-ce que finalement on va les contraindre? Parce que on peut compter sur leur bonne conscience, mais on a vu ce que ça donne avec Elon Musk. Donc il n'y a plus de votre conscience. Donc les juristes de l'Union européenne ont pris la décision d'encadrer l'IA avec des sanctions financières. Ça va être 2% du chiffre d'affaires mondial, ça va être 7% du chiffre d'affaires mondial. Et ils commencent à réfléchir. Et c'est comme ça que ça marche en fait. Hein. Ça ne marche pas à la carotte, ça marche au bâton. Et donc, voilà, la mise en application d'IACT va avoir lieu sur plusieurs étapes. Donc, je vous dis ça parce que, en fait, j'ai aussi animé une conférence avec une juriste qui a travaillé sur ces questions au sein de l'Union européenne et qui nous a tout expliqué. La mise en application en plusieurs étapes. Depuis février 2025, interdiction totale des IA à risque inacceptable. En août 2025, conformité obligatoire des fournisseurs d'IA générative. Donc, ils vont être obligés d'écrire que ce contenu a été généré par une intelligence artificielle. Ils vont peut-être nous mettre ce qu'on appelle des watermarks, c'est-à-dire des marques invisibles dans le texte qui vont prouver qu'une intelligence artificielle est intervenue. Il faut dire si on a collaboré avec elle ou pas, parce qu'il y a la question des droits d'auteur, ça se tombe par une autre question, mais vous avez le droit d'auteur qui s'applique. S'il y a une collaboration, il faut garder les marques de la collaboration, c'est-à-dire l'échange avec l'intelligence artificielle. Ensuite, en août 2026, vous avez la mise en conformité des IA à haut risque et les sanctions qui vont être applicables. Donc les sanctions, c'est ce que je vous disais, des centaines de milliards d'amendes. Ça va peut-être renflouer les caisses de l'État. En août 2027, application complète aux IA à haut risque intégrés dans des produits réglementés.